Nous allons lire cet article qui est un faction focus sur les crafters Eldar. Donc c'est James Killing qui nous en parle. Bienvenue à Warzone Nephilim. Il n'y a jamais eu de bouleversement aussi important au cours d'une édition de 40K. Et en juin, Games Workshop a sorti un nouveau pack de missions avec de tout nouveaux secondaires. A changé la façon dont les points de commandement fonctionnent dans les jeux, a publié de nouveaux points entièrement numériques pour la toute première fois et a publié une nouvelle grille de données d'équilibre, changeant radicalement les niveaux de puissance de certaines armées. Le changement important s'accompagne d'une nouvelle série d'articles sur les factions et nous faisons la même chose pour Nephilim que pour Nashmund. Dans cet article, James Boone Killing parlera des Eldar du monde de l'artisanat, donc c'est vaisseau monde customisé, Asuriani, en expliquant comment la faction a changé, ce que cela signifie pour les jouer, comment ils s'en sortent dans la méta de Nephilim et proposera une liste avec quelques idées pour les jouer. Les changements notables. De toutes les factions qui ont reçu des nerfs avec le passage à Nephilim, les Craftworld ont probablement reçu la série d'ajustements la plus complète. Bien que je ne pense pas qu'ils aient été les plus grands contrevenants dans une méta remplie d'insectes, de poissons et de clowns surtunés, les Craftworld ont certainement tenu leur rang en matière de construction surpuissante. Grêle de malheur, donc c'est Hail of Doom, couplé à une myriade de traits supplémentaires, était un contrevenant particulier et un changement était plus que justifié. Jetons un coup d'œil à certains des plus grands changements dans Nephilim et à la façon dont ils affectent les elfes puritains. Donc on a eu un changement au niveau des secondaires. Changement secondaire. Deux des secondaires les plus utilisés par Craftworld grâce à leur vitesse et leur capacité de frappe étaient Stronghold, donc ça c'était pour tout le monde, et surtout To The Last. Les deux unités de Swooping Hawk avec Barots qui faisaient les To The Last, qui bougeaient, tiraient, se barraient à l'autre bout de la map, c'était 15 points gratuits sur To The Last pour eux. Personne ne va verser une larme ici, car ces deux secondaires étaient peu amusants et non interactifs. À leur place, l'armée a eu accès à l'ensemble des accessoires de faction qui ont été légèrement modifiés. Des ajustements de points larges et non ciblés. Les QG de tout type ont reçu au moins une augmentation de 5 points. Les seigneurs Phoenix en ont reçu 20, les guerriers aspects ont presque universellement reçu une augmentation de 1 à 2 points, et rien n'a été réduit. À quelques exceptions près, la plupart des véhicules ont également reçu une augmentation. Le résultat est un tableau de fiches qui est resté relativement inchangé du point de vue de l'équilibre interne. Les unités qui ne figuraient pas sur la table avant les changements n'ont pas changé de façon notable. Certaines ont même subi des coûts supplémentaires en raison des augmentations générales. Changement de stratagème. Les changements les plus surprenants sont probablement les ajustements apportés à Matchless Agility et Fire and Fate. Ces deux changements ont porté atteinte à la capacité des Craftworld à atteindre un objectif en frappant et en courant ou en frappant et en tirant. D'une certaine manière, ils doublent les changements apportés par la perte de To The Last. L'ajustement le plus évident concerne Eldritch Storm, une capacité Eldar emblématique qui repose désormais là où Jimmy Hoffa est enterré. Je sais pas qui est Jimmy Hoffa. N'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire. Construction de la liste. Enfin, des changements sont intervenus avec l'ajout global du trait Craftworld Hail of Doom et la réduction générale des points de commandement associés au changement du GT Nephilim. Les Eldar peuvent être une faction avide de points de commandement, surtout en pré-game. Et la réduction des points de commandement handicape sévèrement les options de construction de force, ainsi que la capacité à prendre des améliorations ou des reliques qui coûtent des points de commandement. La victime la plus évidente est les reliques d'Exarch qui sont maintenant difficiles à justifier pour leur coût. Même si on en voit encore dans pas mal de listes. C'est vrai qu'on en voit moins facilement. Cette série complète d'ajustements a permis de limiter les pires excès des builds de Hail of Doom. Cependant, l'ordre fondamental du codex n'a pas changé de manière significative. Barot s'en sort avec une augmentation de 20 points. Les mêmes builds de Craftworld que vous avez vus dans Nashmund seront probablement les mêmes que vous verrez dans Nephilim, quelques exceptions près. Jouer les missions Nephilim. Les changements apportés aux missions secondaires et à la construction des armées revêtent une importance particulière pour Craftworld dans Nephilim. L'époque où les unités de To The Last engageaient l'ennemi en toute impunité, où vous utilisiez votre mouvement supérieur pour vous emparer de 3 objectifs par tour pour Stranglehold et Révolu. Cela signifie que le choix des unités secondaires dans Nephilim dépend désormais beaucoup plus de chaque match-up, de chaque mission et de chaque adversaire. Cela signifie également qu'il y a beaucoup de place pour les erreurs lors de cette étape critique, et que le joueur de Craftworld devra vraiment comprendre la dynamique de son armée et la façon dont elle obtiendra des résultats au cours d'un environnement compétitif diversifié. Dans la plupart des armées, la sélection des secondaires commencera presque toujours par l'interrogation psychique, même si vous n'utilisez pas Ultway pour garantir un lancer réussi. La combinaison de lanceurs rapides, les Skyrunners, et de dés de destin, les Strand of Fate, signifie que les Craftworld peuvent se positionner de manière fiable et lancer de manière optimale pour éviter les refus, plus et les denies. La combinaison de dés Strange, destin, augmente aussi considérablement les chances de gagner un point de commandement sur le secondaire, ce qui est important pour une faction si avide de points de commandement.
Pour les secondaires restants, je pense que vous allez construire votre roster autour de la sécurisation ou d'un des deux éléments suivants. Shoot the Enemy, 3 à 4 unités de Ranger, ou Wrath of Cain, des guerriers aspects de tout type. Parmi les deux, je pense que Wrath of Cain sera plus probablement utilisé dans les armées de Hail of Doom ou de Bieltan, qui peuvent tirer parti de la fiabilité des tirs des Dire Avengers pour soutenir les puissantes menaces de combat des Banshees, des Scorpions, des lances, donc ça c'est les Shining Spear, ou des personnages aspects, donc les Seigneurs Phénix. Le troisième secondaire peut être problématique. La voie cachée peut être forte, mais elle est aussi sévèrement handicapée dans plusieurs missions. Nous y reviendrons. Heureusement, il existe des options méta-spécifiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour Nephilim, comme nos prisonneurs. Necron, Brigade Dawn contre les chevaliers impériaux ou du chaos, dans les matchs où la voie cachée est un défi, mais où le dépistage de l'adversaire est limité. Derrière les lignes ennemies peut être un choix sournois pour les armées rapides apportant un certain nombre de motos, ou de Viper, j'ai envie de dire. Je pense que engager sur tous les fronts, broyer-les ou récupérer les données Nephilim sont à éviter si vous le pouvez, car chacune d'entre elles présente des défis uniques ou fait doublement travailler vos unités. Jetons un rapide coup d'œil au secondaire des factions. Dans la catégorie Battlefield Supremacy, nous avons The Hidden Pass, la voie cachée. Tenir une position clé sur le terrain. Première chose à noter est que ce secondaire se joue différemment selon que vous apportez ou non une porte webway. Donc je vais squeezer la partie porte webway, parce que du coup en WTC on ne l'a pas, on ne peut pas le jouer. Donc cette partie-là, pour ceux qui veulent la lire, vous avez juste à mettre la vidéo sur pause et à lire le petit cadran côté traducteur. Et je vais enchaîner sur ceux qui n'ont pas de Webway Gate. Donc pas de Webway Gate. Lors de votre première phase de commandement, vous choisissez un objectif qui ne se trouve pas dans un rayon de 6 pouces de votre zone de déploiement. Vous marquez le nombre de points égal au round de votre phase de commandement si vous contrôlez cet objectif. Donc ça peut être intéressant. Vous prenez l'objectif le plus proche qui n'est pas dans votre, le plus proche de votre zone de déploiement, qui ne soit pas dans votre zone de déploiement, et vous pouvez potentiellement marquer des points. La colère de Cain, Wrath of Cain, donc dans la catégorie No Mercy No Respite. Donc attention, No Mercy No Respite, je crois que c'est là où il y a le No Prisoner. Marquez un point pour la destruction d'une unité avec une unité de guerrier aspect pendant la phase de tir ou la phase de combat par tour. Marquez 4 points si vous réussissez les deux avec des unités différentes. Une unité ne peut pas faire les deux et marquer 4 points. Shoot the Enemy dans les opérations de l'ombre, Shadow Operation, une option étonnamment flexible et fiable lorsqu'elle est combinée avec la volonté d'Azurian. Toute unité Azuriani peut commencer cette action. Cependant, s'il s'agit d'une unité de Ranger, elle se terminera à la fin du tour. Sinon lors de votre prochaine phase de commande. Pour commencer, l'unité doit être en dehors de 6 pouces de votre zone de déploiement, et si elle est complétée, elle marquera 2 points. Si elle est complétée dans la zone de déploiement de l'ennemi, elle marquera 4 points. C'est un peu plus dur à faire quand même. Cry Future dans la catégorie Warpcraft. Toute unité psychique peut effectuer une action psychique sur un objectif que vous contrôlez. Charge de distorsion 4. Ah oui, non, c'est charge warp 4, pas de valeur de charge de distorsion croissante. Marquez 3 points pour chaque objectif unique actionné avec succès. Alors ça peut être intéressant si on joue l'unité de corsaire, vous pouvez intégrer un psycheur dedans. Je ne sais pas s'ils peuvent s'infiltrer, je pense pas. Mais sur les scénarios à 6 objectifs, ça peut être intéressant. Continuons. Je ne vais pas m'attarder sur Cry Future, c'est une option secondaire que vous prendrez parce que vous jouez une mission à 6 objectifs et que vous êtes sûr de pouvoir tous les deux contrôler un nouvel objectif par tour et que Psychique Interrogation n'est pas une option privilégiée. Peut-être jouez-vous contre des chevaliers et ils n'ont qu'un seul personnage chevalier que vous voulez tuer. Sinon, vous prendrez presque toujours Interrogation Psychique ou dans une moindre mesure Ritual War. Dans l'ensemble, vos options secondaires vont dépendre fortement de l'adversaire, de la mission et de la table sur laquelle vous vous trouvez. Et je pense que les statistiques de sélection des secondaires de Craftworld dans Nephilim le confirment. Jouez avec Hidden Pass, donc la voie cachée. Un secondaire intéressant, vous êtes obligé de le jouer de 2 manières différentes, selon que vous apportez ou non une porte Webway. D'un autre côté, ne pas prendre la porte Webway crée des limitations très difficiles pour certaines missions. Récupérer les reliques, détruire leurs icônes, le décapage, marée de conviction, et dans certains cas, sécuriser les artefacts manquants ne vous permettent pas de sélectionner un objectif sur votre moitié de plateau en raison de l'exigence de sélection d'un objectif à plus de 6 pouces de votre zone de déploiement. Comme nous savons d'après la définition de l'objectif, il ne s'agit pas d'un point infiniment petit, mais plutôt d'un marqueur de 40 mm centré sur un point. Cela représente entièrement la moitié des missions de GT, où vous choisiriez de contrôler un objectif au centre du plateau ou sur la moitié du plateau de votre adversaire. Lorsque vous jouez Secure Missing Artifact, donc sécuriser l'artefact, assurez-vous de déplacer les objectifs avant de verrouiller votre choix secondaire. Dans la façon dont il est positionné, l'un des objectifs peut être considéré comme un chemin caché. Jouez Scout the Enemy. C'est devenu mon deuxième choix par défaut après l'interrogation psychique. D'une certaine manière, vous voudrez construire pour cela en vous appuyant
les unités de Ranger qui peuvent assurer les points à la fin de votre tour. Mais ce n'est pas strictement nécessaire. La volonté d'Azurian offre de nombreuses possibilités à un large éventail d'unités de remplir à la fois un rôle de marqueur tout en fournissant une puissance offensive. La clé de Scout the Enemy est que n'importe quelle unité Azuriani peut effectuer cette action. En plus, les Eldar ont de multiples façons de se frayer un chemin dans la zone de déploiement de l'ennemi en utilisant des capacités de pré-game, des capacités de mid-game, donc de milieu de jeu, ou de la vitesse pure. Enfin, être capable de marquer des points en fin de partie signifie qu'une unité comme Barot, les Swooping Hawk ou les Warp Spider seront capables de se mettre en position sur le T4, donc le tour 4, pour marquer des points en fin de partie. Les considérations clés avec Scout the Enemy sont au nombre de 3. Comment voulez-vous utiliser vos points de commandement? Une unité de Ranger qui frappe en profondeur peut être un 4 points rapide, de même que des Rangers en réserve ou sous fantasme. Les missions où lever les bannières est un choix solide, peut tenir de manière fiable 2 objectifs ou plus tout au long de la partie. Les parties où votre adversaire peut efficacement protéger sa zone de déploiement pendant toute la partie, soit il n'est pas obligé d'avancer, soit il a assez de chaff pour empêcher les attaques en profondeur. Donc chaff, c'est un peu, il a suffisamment de body, de figurines pour justement faire écran dans sa zone de déploiement et vous empêcher de frapper. Les choix où vous ne voudrez pas choisir cette option, c'est lorsque vous ne pensez pas pouvoir entrer de manière fiable dans la zone de déploiement de votre adversaire, ou lorsque le marquage de la zone neutre menace de vous laisser à découvert ou hors de position. Jouez avec la colère de Kane. C'est vraiment le seul secondaire de Craftworld que vous devez vraiment construire pour l'obtenir. Personnellement, j'ai peur des exigences qui me dictent où je dois me déplacer ou classer mes cibles par ordre de priorité. C'est pourquoi j'opte rarement pour cette option. Non, pour les listes Hail of Doom ou Bieltan qui s'appuient fortement sur des guerriers SP ou les seigneurs Phoenix, cela peut être un choix assez fiable contre de nombreuses factions adverses. Le risque avec Wrath of Kane est que votre adversaire puisse cibler sélectivement vos unités pour limiter votre capacité à marquer ce point à la fois dans les phases de tir et de combat, handicapant essentiellement votre capacité à maximiser le pointage. Les unités d'aspect ne sont pas bon marché et vous n'aurez pas beaucoup de redondance dans vos opportunités. La forme de sortie la plus fiable sera les seigneurs du Phénix, donc les seigneurs Phénix, qui bénéficieront de capacités, de restrictions de dégâts, de phases, et de la protection des personnages pour s'assurer s'ils peuvent se frayer un chemin jusqu'à un adversaire indemne. Cependant, il se peut que vous soyez soumis à une priorité de cible forcée, ou, pour marquer, vous devrez tirer ou charger une unité qui n'est pas essentielle au plan de jeu global. Même dans ce cas, un tour de mauvais dé pour vous ou de bon dé pour votre adversaire peut faire échouer vos plans. Cela peut être un bon secondaire, mais vous devrez vraiment considérer votre adversaire et votre match-up avant de le choisir. Cela peut être un bon secondaire, mais vous devrez vraiment considérer votre adversaire et votre match-up avant de le choisir. Affrontez la méta. Entrons dans le vif du sujet et voyons où se situent les forces du Craftworld. À l'ère des Néphilim, les Eldar du Craftworld sont aussi rapides et frappent aussi fort que jamais. Mais leur capacité à verrouiller un objectif principal dépend fortement de la configuration du terrain et de l'étendue des couloirs de tir. Les fiches techniques sont excellentes et se négocient bien. Mais le prix élevé réduit la redondance et la flexibilité si vous n'êtes pas prudent ou si vous subissez un revers. La patience, une planification minutieuse et flexible de la mission et des déplacements ciblés sont indispensables pour jouer au Craftworld à haut niveau. Les points positifs. La bonne nouvelle est que les Eldar sont une faction qui s'adapte et qui peut s'intégrer à la plupart des autres factions. Les Eldar restent les plus forts dans les factions d'élite avec des armures puissantes. Même avec la modification de l'armure du mépris, l'armurerie de Craftworld peut tirer parti d'un grand nombre d'attaques à PA élevé ou de blessures mortelles lorsque le faible volume est compensé par la nature élitaire de l'armée adverse. De même, les Eldar ont tendance à bien se comporter face aux chevaliers impériaux et à certaines versions des chevaliers du chaos. Cela dit, les armées qui peuvent vous égaler en vitesse et utiliser leur durabilité pour s'approcher et engager représenteront toujours un défi. Les Blood Angels sont remarquables à cet égard. Fondamentalement, les fiches de données des Eldar sont toujours solides. Les Eldar peuvent jouer dans toutes les phases de jeu, infliger des blessures mortelles dans presque toutes les phases. Je vous regarde, vous, les coureurs de linceul et les grenades à fil. Et transporter sur le terrain leur armurerie traditionnelle à fort dégâts, forte force et à forte PA. Combinée à sa panoplie de buffs et de pouvoirs uniques, à ses stratégies flexibles et à sa vitesse, cette force est vraiment profonde et capable d'un jeu unique et exceptionnellement adaptable sur la table. En tant que faction, elle est profondément gratifiante à jouer une fois que vous l'avez maîtrisée. Cependant, la difficulté avec les Eldar dans Néphilim sera la combinaison de la durabilité et du score de mission. Historiquement, une série d'astuces et de capacités fournissait une résistance sournoise et, combinée à la vitesse inhérente à la faction, elle permettait à la faction de jouer les objectifs de mission aussi bien que n'importe qui. Cependant, le jeu est devenu beaucoup plus mortel au cours de la 9e année, cette 9e édition, tout en réduisant simultanément certains des avantages défensifs de l'artisanat, donc le Doom,
les Craft World Custom, ce qui signifie que lorsqu'ils sont pris à découvert ou assis devant un objectif, les elfes ont tendance à s'étioler rapidement sans beaucoup d'options de redondance. Combiné à une série médiocre d'options secondaires qui sont sélectivement utiles, les joueurs de Craft World devront s'assurer qu'ils ne font pas d'erreur dans la sélection secondaire et devront être exceptionnellement réfléchis dans la façon et l'endroit où ils positionnent leurs unités coûteuses et irremplaçables. Les erreurs commises avec une armée Eldar peuvent être extrêmement pénalisantes. Des factions comme les Tyrannides et les Thousand Sons peuvent être une lutte pour les Craft World en raison de leur capacité à limiter l'impact des médiums et donc des psycheurs et des actions psychiques, ainsi que de leur durabilité et de leur vitesse exceptionnelle. Dans le cas des Tyrannides Léviathan, ou de leur durabilité et de leur capacité à infliger des blessures mortelles, les Thousand Sons, les deux factions sont capables d'utiliser des attaques à haut volume et de force moyenne, parfaites pour ronger les corps d'endurance 3 ou 4, avec une armure médiocre, et peuvent trouver des moyens de lancer ces attaques sur vous, alors que vous vous efforcez de les tenir à distance ou de les repousser d'un objectif. La plus grande menace vient peut-être des Arlequins. Ils sont encore plus rapides que les Craft World et peuvent atténuer une grande partie de leur force dans la phase de tir, tout en délivrant une abondance d'attaques parfaitement adaptées pour découper les guerriers aspects. Les listes. J'examinerai deux listes qui, à mon avis, représenteront les options assez limitées de Craft World au niveau de jeu le plus élevé. La première est une liste Hail of Doom qui a gagné le GT. La seconde est ma propre liste Ultway que j'ai pilotée jusqu'à une finale majeure à 5 victoires 0 défaites. La première liste est une armée traditionnelle de la 9e édition de Hail of Doom représentée par Sami Kainainen qui a récemment piloté la liste suivante lors d'une solide victoire de 38 personnes en 5 tours. 5-0 en GT il y a quelques semaines. Je crois que c'est même... c'était un GT finlandais. On a une première patrouille avec un Farseer Skyrunner, Doom Guide, avec la marque de l'incomparable chasseur et le Kurnousbo, donc pour la combo des mortels. 5 Rangers, on a 2x10 d'ailleurs Avenger, avec la catapulte supplémentaire sur l'Exarch, 2x10 Whooping Hawk, 2 Warwalker, et en Ocelot, on a un Warlock Skyrunner avec Protected Jinx. Deuxième patrouille, nous avons Barot, la troisième unité de 10 Dire Avenger, 5 Calling Banshee, 3x6 Windrider, 3x1 Viper, et un troisième Warwalker. Classique Hail of Doom ici, s'appuyant fortement sur les canons shuriken et les très nombreuses catapultes shuriken. La liste est capable d'effectuer de nombreux tirs de PA élevés par pure puissance de feu. La mobilité est essentielle. Détenteurs d'objectifs en arrière-plan comme les Warwalkers, ou les Vipers, ou les Hawks en vol plané, sont tout aussi capables de remonter rapidement le terrain pour s'emparer d'objectifs au milieu de la table, ou menacer une position clé. Les Windriders apportent toute leur furie de tir de shuriken, même sur l'avancée. Le complément complet de Dire Avenger complète cette liste avec une certaine colonne vertébrale à pied qui joue bien sur les tableaux européens lourds en terrain. La liste est capable de tirer parti des Banshee et Barot pour quelques opportunes Wrath of Khaine. Mais je pense que c'est probablement un peu un piège ici avec si peu d'options de mêlée. Il est plus probable que la liste exploite sa vitesse pour engager sur tous les fronts et récupérer les données de Nephilim, avec une solution de repli pour lever les bannières. La troisième sélection dépend probablement du match-up. En comparaison avec la liste ci-dessus, ma propre liste Ultway est beaucoup moins agressive, et au lieu de produire des dégâts purs, elle se concentre sur les buffs et le contrôle de vastes sections du plateau pour créer des zones interdites à l'adversaire. Donc justement, on va aller voir cette liste Ultway, qu'on a tendance à dire good stuff. Alors, on a donc un bataillon. En Ocelot, on a 2 Warlocks à pied avec Protected Jinx. On a ensuite 2 Warlocks Skyrunner avec Focus Wheel et Quicken Restrain. Il a mis le Ghost Helm of Alicia Seer. Donc, en QG, on a Barot, Eldrad Ultran, le Farseer à pied. En troupe, on a 3x5 Ranger et on n'a qu'une unité où on a mis le Wireweave Net. En élite, on a une unité de 5 Calling Banshee avec le Mirror Sword et le Piercing Strike, classique. Unité de 5 Scorpions, Beating Blade, Crushing Blow, classique aussi. Et une unité de Wraith Guard avec les 10 Size. Donc on a 7 Wraith Guard. En attaque rapide, on a une unité de 3 Shining Spear avec le Earth Strike. Ensuite, on a 3 Shroud Runner. Une Viper en scatter laser. En soutien, on a 2 unités d'armes de soutien. Donc on en a une avec 3 des canons et l'autre elle est composée de 2 des canons. En transport dédié, on a le Wave Serpent avec la Twin Bright Lens et les catapultes shuriken jumelées. La liste est un mélange de choix communs et moins communs, mais chacun est un ajout intentionnel. La position par défaut de cette liste est d'établir une zone interdite de 24 pouces en utilisant les décanons pour créer l'espace. Couvrir les objectifs de la zone neutre, donc le No Man's Land, et généralement forcer un adversaire à choisir de se précipiter aussi vite que possible ou de rester entièrement en arrière. Ils fournissent également une excellente dissuasion par frappe en profondeur combinée au stratagème Forewarning.
Bien qu'ils ne bénéficient pas des avantages des lanceurs, les dés canons, dans une construction Ultway, peuvent tirer parti d'un certain nombre de stratagèmes et de traits pour maximiser leur impact. Un positionnement judicieux peut également atténuer certains des impacts des changements apportés au tir en ligne de mire. Rappelez-vous qu'un seul modèle doit voir pour que l'unité entière bénéficie des avantages du tir direct. Les éléments de combat de l'armée fonctionnent comme un contrepoids en début de partie, en tirant parti de la vitesse innée des Shining Spears, donc des lances, ou du serpent à ondes, donc le wave serpent pour les banshees et les scorpions, pour se positionner en vue d'une contre-charge ou pour dégager un objectif après que les décanons ont ramolli la cible. Les autres éléments de soutien permettent d'améliorer les performances, de faire écran ou de marquer des points à partir d'une attaque en profondeur ou d'une réserve. Une unité remarquable que je n'ai pas vue dans beaucoup listes est le Decisive Wraithguard. L'unité est chère, mais très flexible et bénéficie grandement de la série de buffs que les lanceurs peuvent appliquer. Le plus souvent, les Decisive seront joués en dehors de la réserve, arrivant pour bénéficier de la couverture et, si possible, entièrement à couvert pour obtenir la capacité de se mettre en défense. Ensuite, Fortune, Guide, Volonté d'Azurian et Protégé sont appliqués avec une extrême fiabilité, avec l'aide des dés du Destin, du bonus d'incantation d'Ultway et des Warlocks du Conseil des Sages, combinés à Eldrad. Les coureurs du linceul, donc les Shroudrunners, je crois, les Shroudrunners, peuvent également bénéficier de ces séries de buffs en fonction des besoins. Dans tous les cas, cela rend les unités extrêmement durables, bien plus que n'importe quelle autre unité de la liste Eldar, et extrêmement mortelle. Même à dégâts 1, le nombre de tirs, la force élevée et la PA élevée forceront un grand nombre de blessures sur n'importe quelle cible, avec quelques coups mortels. À dégâts 1, il n'y a rien de gaspillé puisque toutes les blessures sont reportées. J'aime les solutions aux problèmes dans mes listes, et les D-Size en sont certainement. La liste utilise la relique Ghost Helm pour assurer le succès du lancer de l'interrogation psychique comme choix de secondaire par défaut. Le deuxième choix sera probablement Hidden Pass dans les missions qui le supportent ou Scout the Enemy dans les missions qui ne le supportent pas. Le troisième choix dépendra du jeu, mais si j'ai choisi Hidden Pass, Scout the Enemy peut compléter le troisième choix. Ou je peux choisir Raise the Banner, donc lever les bannières. Si je ne prends pas Hidden Pass, la voie cachée, je me tournerai vers Scout the Enemy comme deuxième choix, puis potentiellement Behind Enemy Lines, derrière les lignes ennemies. Si je considère qu'Assassinat, Bring It Down et No Prisoner ont une option viable à la table, je choisirai ces options comme troisième choix secondaire. Pour conclure, voilà qui conclut notre tour d'horizon de Craftworld Eldar, mais nous vous en dirons plus au cours des prochaines semaines, lorsque nous couvrirons chacune des factions du jeu et certaines de ses sous-factions. D'ici là, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@gunhammer.com.